bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, on vous invite à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à prêcher la bonne parole autour de vous et puis à nous laisser vos commentaires. On les lit tous, hein, même ceux qui nous bâchent sur la 5G. Voilà, maintenant que la réclame est dite, un grand sujet, parce qu'on nous l'a demandé. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de le faire et donc on se rattrape ce soir. Après nos interventions sur le village francophone, cher Lionel, nous allons parler du South by Southwest, mais en débrief. Voilà, South by Southwest, festival très large, avec un spectre très large d'intervenants qui est organisé à Austin au Texas tous les ans, qui cette année évidemment était un peu raccourci et surtout complètement en digital, mais qui se caractérise par de multiples conférences avec des thèmes qui sont extrêmement divers, qui sont généralement là pour faire réfléchir des personnes venant également d'horizons divers sur notre futur, les craintes que l'on peut avoir, les rêves que l'on peut avoir également, et ce qui nous permettra avec Mathieu aujourd'hui, je pense, d'aborder différentes thématiques, des thématiques qui peuvent être sur le retail, des thématiques qui peuvent être sur, on vous en réservera une je pense pour la fin qui sera vraiment sympa, mais qui peuvent être évidemment sur... Tu vas me la laisser comme d'habitude. Sur la sustainability, on parlera aussi peut-être un peu de pandémie, de développement durable, de vieillissement de population, ou peut-être même de conquête spatiale. Donc finalement, le choix est grand. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces conférences étaient là pour éclairer d'un regard qui est celui qui n'engage que ses participants, un regard qu'ils portent sur ce que pourrait être notre futur. Alors parmi tous ces sujets, je t'en ai cité quelques-uns, peut-être que tu en as un de prédilection qui te permettrait de commencer ce petit rétexte. Bon, allez, on va commencer par un sujet que nous aimons bien, qui est celui du marketing et du retail, si tu le veux bien. Ah, pourquoi pas. On rappelle quand même que le South by dure normalement 3 semaines, que l'année a duré 4 jours. Donc oui. il a fallu hyper segmenter la recherche pour vous faire le débrief. Mais globalement, ce qu'on note dans le marketing et retail, c'est cette dimension d'expérience utilisateur qui aujourd'hui est totalement enrichie avec cette nouvelle forme venue d'Asie. Alors qu'on pourrait imaginer, ça s'appelle le shop streaming. Amazon a beaucoup travaillé dessus d'ores et déjà depuis quelques temps. Ils ont lancé déjà un POC. Ce n'est pas les premiers à l'avoir lancé, puisque WeChat, non, c'est pas si c'était Baidu, je crois, non, Tencent, Xiaomi, enfin c'est une des BATX, je me rappelle plus laquelle est l'équivalent d'Amazon, tu vois, comme quoi ça me fait du tort de ne pas assez dormir, mais globalement, le shop streaming, c'est ce téléboutique achat que l'on va pouvoir vivre et acheter en même temps. Alors, on achète au travers du streaming. À quand Wish va s'y mettre également, mais c'est une tendance de fond d'avoir des plateformes qui aujourd'hui mettent à disposition une capacité de streaming au travers juste d'un panneau LED en ring et puis d'un téléphone au milieu et d'une personne qui présente finalement des produits et qui va les vendre instantanément. C'est la mort de téléshopping ou de toutes les radios, enfin les télés qui proposent ce type d'émission. Il y a un vrai sujet quand même de fond sur ces nouvelles fonctionnalités qui vont mettre à mal et ubériser une forme de l'économie de la vente de produits à la maison, mais en tout cas directement en streaming. Voilà, c'est quelque chose qu'on a trouvé intéressant, qui était quand même bien présent quand on parlait de marketing retail. C'est pas nouveau, parce qu'en décembre, ils ont fait leur premier test Amazon, ils ont communiqué dessus. Mais c'est vrai que c'était intéressant d'avoir ce retour de quelques speakers sur le shop streaming. Oui, et puis moi, ça me faisait rêver à quelque chose qui, tu sais, bon, dans tout ce que l'on voit, que ce soit les séries télé, que ce soit les films, il y a du placement de produits. Et puis, comme ces sociétés qui s'intéressent au shop streaming fournissent des plateformes qui mettent à la disposition des différents acteurs de médias
la possibilité, ou acteurs de la vente, la possibilité de mettre en œuvre ce type de technologie, peut-être que demain, on sera capable au cinéma D'acheter, oui, directement, bien d'acheter ce sûr. qui est présent à l'écran, donc tous les produits qui sont finalement placés. Alors la montre de James Bond, tiens, quand Voilà, le dernier la sortira, BMW, voilà. je sais pas combien, c'est achat, carte bleue bloquée. Non, c'est vrai que là, par contre, si on le téléporte à des usages, c'est différent, quoi. Voilà, on peut. Bon. En tout cas, ce qui était intéressant, c'était de revenir sur quelque chose qui existe, mais qui existe encore à l'état embryonnaire et à l'état de test. Moi, je voulais parler d'un sujet qui est, on va pas dire plus sérieux ou moins sérieux, mais enfin qui concerne malgré tout la planète. C'est évidemment la soutenabilité, la Bien sûr, la résilience. durabilité, Voilà. la green. Et alors, dans tout ça, j'ai adoré parce que c'était une conférence superbe. C'était une conférence sur le cannabis. Alors évidemment, J'étais sûr que tu allais repartir là-dessus. alors, le cannabis. Nous ne sommes pas consommateurs et l'abus de drogue est dangereux pour la santé. Voilà, c'est On ça. le précise. Et on ne dit pas à consommer avec modération puisque non, c'est Il interdit. ne faut pas paraît-il. consommer. Voilà. En tout cas, il y avait une conférence sur le cannabis. Alors, pourquoi une conférence sur le cannabis quand on essaye de parler du futur? En fait, aujourd'hui, évidemment, le cannabis, bon, c'est un business, ça peut être récréatif, etc. Là, il y a une constatation qui a été faite et qui était dite dans cette conférence, c'est que 1 hectare de cannabis absorbe autant de CO2 que 10 hectares de forêt. Vous avez compris, vous avez entendu. C'est un rapport de 1 à 10. Alors, peut-être que plutôt que de reboiser ou de planter des arbres, comme le font certains industriels pour être un peu moins carbonateur, je ne sais pas si ça se dit, de l'atmosphère, on pourrait, plutôt que de planter des arbres, planter du cannabis. Mais qu'est-ce que l'on ferait avec tout ce cannabis? C'est en fait un peu la question qu'on peut se poser. Puisque, On va végétaliser les toits, Lionel, enfin. Voilà, on va végétaliser les toits. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire du chanvre, par exemple, et on va faire tout un tas de produits qui seront issus de la culture du cannabis. Ça sera à la fois des médicaments, ça peut être des aliments qui sont issus du cannabis avec des qualités nutritionnelles, mais ça peut être aussi des éléments qui sont des plastiques, qui peuvent remplacer l'huile de palme, qui peuvent remplacer des éléments chimiques qui sont intégrés à nos médicaments. Donc finalement, on se retrouve avec une culture. Bon, certes, même si aujourd'hui, tout ça est un petit peu hors la loi, hein, je ne crois pas qu'on puisse végétaliser ton toit avec du cannabis. Tout du moins, si tes voisins le savent, ça risque de t'attirer des ennuis. Mais en tout cas, on pourrait imaginer que ce type de culture deviendrait vraiment une solution, un élément de solution, pas la solution, mais un élément de solution à notamment tout un tas d'émissions de carbone, puisqu'on sait très bien que une des sociétés qui était présente au South by Southwest, qui a Applied Bioplastic, elle le présentait en fait comment réduire les émissions de carbone quasiment de 50% en produisant du plastique grâce à des fibres végétales. Bon, le cannabis en est par exemple. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, en tout cas, j'ai retenu ce chiffre. 1 hectare, 10 hectares. Bon. Pas mal. Bah oui, c'est bien. En tout cas, bon, est-ce que ça fera pencher le législatif en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une des pistes à explorer. Bon, il faut aussi quand même remettre dans le contexte, c'est que les États-Unis, aux États-Unis, de nombreux États ont déjà légalisé la consommation de cannabis. C'est un marché sur lequel il y a énormément de sociétés qui sont cotées. Voilà, il y a une ouverture d'esprit certaine sur ce type de plantation, mais si on en trouve des usages comme celui-ci, ça ne peut être que pertinent. Moi, je voulais te parler et rebondir sur l'aspect un peu prospectif, qui est intéressant. C'est vrai qu'il y a eu une très belle conférence d'Amy Webb qui a parlé. C'est une futurologue, pour pas dire une futuriste, hein, une futurologue qui a publié son rapport annuel, lancé son rapport annuel sur le South by de cette année, qui a parlé notamment de nombreux sujets de l'IA et de ses impacts sur la société et dans notre futur. Elle a parlé notamment aussi d'autres technologies, à commencer par ce qu'elle a appelé les assistive reality. Et c'est là qu'elle parle d'une convergence, d'une forme de lien du monde physique et du monde virtuel qui viennent s'entremêler, où on a finalement aujourd'hui la réalité augmentée principalement par le prisme d'un Oculus ou d'un casque ou d'un téléphone, mais que là on aura la capacité finalement, à l'image de certains films que nous connaissons tous, au travers de ces différents objets connectés avec des écrans, finalement d'avoir notre propre avatar
et de nous déplacer dans ces mondes virtuels. On pourrait parler, tu en parleras peut-être tout à l'heure, de Facebook, parler à ce sujet voilà, de nouveaux mondes dans lesquels nous pouvons voyager, mais en tout cas, finalement, ce monde du physique et du digital qui s'entremêlent, et du digital ou de la virtualité avoir un impact très concret sur le physique, c'est très intéressant, parce que dans la dimension sociale qu'il pourrait y avoir, en tout cas, les réseaux sociaux, et Facebook investit depuis pas mal d'années dans la réalité virtuelle, c'est peut-être un moment, voilà, la vision qui se concrétise enfin pour le fameux réseau social qui pourrait être, par exemple, Facebook, puisqu'ils ont fait une très belle conférence sur le sujet. En tout cas, dans sa conférence, elle nous mettait en garde. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu viens de le dire, on peut avoir le physique et le digital qui viennent s'entremêler par la miniaturisation et la génération de capteurs qui sont sous-cutanés parfois. Je vois ton regard que les gens ne voient pas, mais oui, ça fait longtemps que je parle des capteurs sous-cutanés comme étant nécessaires au traitement des maladies chroniques, voire même dans d'autres usages. C'est clé, oui. Voilà. Et c'est je maintiens. Et donc, c'est vrai qu'à l'horizon, alors elle a pris l'horizon des années 2030-2040 pour nous parler d'un monde qui serait pénétré par ces usages de produits miniatures qui seraient issus du monde digital et qui viendraient interagir avec notre monde physique, voire notre corps, puisque là, je viens de parler et de te relancer pour la xème fois sur le sous-cutané. Et l'idée, c'était, dans son analyse, c'est de nous mettre en garde, parce que comme aujourd'hui, vous le savez tous, on est entre les mains d'un certain nombre d'entreprises qui ont su développer des offres digitales qui sont extrêmement attractives. On peut imaginer que demain, eh bien, ces produits, ces inventions, ces innovations vont nous délivrer des services auxquels ou auprès desquels on ne pourra pas résister, et que ces services, eh bien, seront malgré tout contrôlés, et que nous serions, nous, contrôlés par ces technologies. Alors, encore une fois, l'idée qu'elle soumet, et c'est une partie de son propos, qui est cette fameuse transformation 2021, qui est notre travail aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre, à anticiper, et non pas spécialement à prédire, mais à nous préparer, et à préparer nos organisations et nous-mêmes à ce type d'évolution, tout en sachant que ces entreprises qui seront derrière, eh bien, il va bien falloir les encadrer. Et pour que ces encadrements soient efficaces, eh bien évidemment, il faut arriver à anticiper l'évolution que ces différents usages pourraient à la fois aller dans un sens humaniste ou dans un sens qui soit anti-humaniste, comme on le voit parfois, notamment dans la reconnaissance faciale ultra développée en Chine. Donc capter les signaux et les tendances pour prendre aujourd'hui les meilleures décisions en fonction de ces évolutions qui sont des évolutions probables. Elle conclut d'ailleurs en disant que ceci va demander probablement aux citoyens, mais surtout à leurs dirigeants, pas mal de courage. Effectivement, parce que là, il y a un champ totalement vierge, qui plus est avec une France qui est relativement conservatrice en termes de bioéthique. Donc il y a il y a globalement un champ énorme. Pour autant, il ne faut pas l'occulter, parce que l'occulter, ça veut dire aussi perdre très certainement un avantage concurrentiel à un moment ou à un autre, ou prendre le mauvais train ou celui qui arrive après. Essayons d'être dans une démarche aussi forte. Alors, il y a beaucoup de sujets au Sénat, à l'Assemblée nationale, sur la bioéthique, mais essayons de prendre le même train en marche, ce serait bien que celui du quantique, là. Si on était dans la même lignée, ce serait super. Mais c'est toute la difficulté que certains essayent de développer dans un livre qui s'appelle La 7e Digital République. Ah, le marronnier. Pardon. Mais qui est comment nous, en tant qu'humains, et nos représentants qui sont démocratiquement élus, et on mettra démocratique entre guillemets pour ceux qui pensent qu'on n'est pas dans des démocraties, mais en tout cas on continue à le dire parce que je pense que c'est ça la démocratie, qu'on puisse le dire, ça commence par là. Mais qu'il faut que nous, en tant qu'humains, et nos représentants démocratiquement élus, disais-je, avant de digresser, qu'ils soient capables de prendre la mesure sur ce qui est acceptable, ce que l'on peut freiner et ce que l'on a le pouvoir de freiner. Parce que c'est bien beau de dire non, nous, ici, nous ne voulons pas de ça. Si votre voisin, qui demain peut-être votre concurrent l'adopte, eh bien demain, c'est peut-être lui qui viendra
vous mangez la laine sur le dos, comme le dit toujours Laurent Alexandre. Nous sommes les idiots utiles de la Silicon Valley. C'est pas faux. Mais et quand tu me fais rebondir sur la Silicon Valley, ça me fait penser transhumanisme. Alors on va pas. C'est ce qui est... et tu me parles en plus Laurent Alexandre qui naturellement est quand même un habitué du sujet. Le vieillissement de la population a été assez intéressant. Voilà, l'angle un peu santé, vieillissement de l'homme avec un grand H a été un sujet assez abordé, et notamment, alors je ne retrouve plus le nom de la conférence, mais dans les notes qu'on a pu glaner, il était dit qu'une jeune femme de 13 ans aujourd'hui avait une chance sur deux de vivre jusqu'à 140 ans, et que 90% des enfants qui naissent à ce jour verront très certainement le siècle prochain. Donc on est dans une société qui vieillit, qui va se senioriser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a après le Chief Digital Officer, le Chief Innovation Officer. Il a été annoncé une création de poste, ou peut-être futuriste à terme, on ne sait pas, le Chief Elder Officer, enfin grosso modo, le chef des anciens, quoi. Mais d'ailleurs, puisqu'on parlait de Laurent Alexandre tout à l'heure, c'est lui qui, dans une conférence il y a quelques années, disait « Je suis sûr que dans cette salle aujourd'hui, il y a des personnes qui vivront plus de 120 ans. » Oui, mais bon, il prenait pas beaucoup de risques. Ils étaient prenaient combien? Pas beaucoup de risques. C'était plusieurs milliers. C'était peut-être plusieurs milliers, mais en tout cas, il n'avait pas 13 ans. Non, hein. ça c'est, Voilà, c'est... Non, mais c'est sûr. Bon, alors, c'est vrai qu'entre effectivement la vision transhumaniste poussée à l'extrême, qui est le rejet de l'homme charnel, pour le supplanter par une intelligence artificielle. Ouais, je crois fondamentalement à la notion aujourd'hui d'immortalité numérique, dans la mesure où, par tout ce que nous produisons, par notre contenu, nos chats, nos emails, et la société Eterni, qui est basée dans la Silicon Valley, qui agrège tous ces contenus pour faire un avatar virtuel de notre modeste personne quand nous serons décédés, voilà, fait déjà que, fondamentalement, même si c'est un travail de recherche, l'homme avec un grand H numérique existe, enfin éternel, existe bel et bien. Par contre, effectivement, tous les sujets qui vont toucher au vieillissement de la population sont intéressants. Est-ce qu'on va vivre plus, mais en moins bonne santé, et qu'on va devoir utiliser finalement à un moment ou à un autre? Est-ce que finalement la technologie va nous permettre de vieillir mieux, ou sera-t-elle réservée à un moment ou à un autre, je crois que c'était un autre sujet d'une conférence, à uniquement des personnes de catégorie sociale élevée? C'est probable, notamment dans un premier temps, par rapport aux technologies et aux coûts qu'elles ont à être mises en place. On voit d'ailleurs aujourd'hui que tout le problème qu'il y a, pour faire très très court, de l'hôpital, c'est qu'aussi les technologies que les hôpitaux doivent intégrer pour pouvoir respecter l'attente des malades sont des technologies qui coûtent odieusement cher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas équiper tous les hôpitaux de la plus petite ville de province qui en étaient équipés précédemment, de tous les outils qui vous permettent de vous faire hospitaliser en toute sécurité. En tout cas, ce que disait cette conférence sur le vieillissement, parce qu'elle nous alertait d'une certaine façon, pour rebondir un peu sur le marketing dont on parlait tout à l'heure, c'est que les sociétés où les enseignes aujourd'hui ne sont pas du tout dans la compréhension et dans la mise en place de produits qui répondent véritablement à ce vieillissement de la population. Bien sûr, le Mont-Escalier Stana, sûrement, s'occupe de personnes qui ont des difficultés pour grimper quelques étages, et qui s'adresse probablement à des populations un peu plus âgées en moyenne. Mais c'est toute une économie qui est à développer, et pas forcément cette silver economy, mais une économie beaucoup plus large qui est à développer, parce que moi je suis persuadé, toi tu me posais la question, que l'on vivra certes plus longtemps, mais toujours en très bonne santé. D'ailleurs, les chiffres que l'on a sur des périodes assez longues, sur ces 50 dernières années, nous disent que l'espérance de vie a largement augmenté, et que l'espérance de vie en bonne santé s'est aussi énormément accrue, et que dans notre entourage, et ça évidemment c'est une façon empirique de le constater, c'est que nos anciens qui nous entourent arrivent à des âges très avancés en étant encore en plutôt très bonne santé. Et pour être en bonne santé dans le futur, il va idéalement falloir se vacciner. Et donc, c'est notamment une des interventions de Harari Yuval, qui est revenu sur la pandémie de la Covid-19, en précisant que finalement, si on n'arrivait pas à s'en sortir, si nous n'arrivons pas à nous en sortir, tel qu'il l'a dit, ce sera plus un échec politique qu'un échec
scientifique, étant donné qu'il parle, alors lui, d'une série de successions. Alors, déjà, il prêche non pas des transformations à l'échelle, mais plutôt une succession de petits changements qu'une grosse révolution globale. En tout cas, il précise quand même dans ses propos que pour faire adhérer les populations à la vaccination et les unir finalement sur le devenir et le bien-être de l'être humain, il ne fallait pas spécialement leur dire la vérité, mais plutôt leur raconter de belles histoires. On aurait dit Seth Godin derrière lui, tu vois. En tout cas, lui, il sait raconter de belles histoires. Pour ceux qui ont lu son livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité. On aurait pu rebondir aussi encore sur du développement durable, mais moi j'avais envie de nous emmener un peu dans l'espace. Allez. Puisque on parle beaucoup d'espace aujourd'hui, on parle de conquête de Mars, parce qu'on a le roi des marketeurs qui s'appelle Elon Musk, qui nous parle à peu près de tout, de ce qu'il rêve, et il pense que tous ses rêves peuvent devenir réalité. Eh bien, il y en a un qui nous a fait retomber un petit peu sur Terre, c'est Tim Ellis, qui est le fondateur de Relativity Space, qui a dit que de toute façon, la conquête de terres lointaines, et on va commencer par Mars, ne se fera que par le biais d'imprimantes 3D, parce qu'on ne pourra pas armer des vaisseaux spatiaux qui vont emmener à peu près tout ce dont on a besoin depuis la Terre jusqu'à Mars, quand on voit la durée du voyage, même si vous avez Waze pour l'optimiser. On ne pourra que utiliser des choses que l'on aura créées ou fabriquées sur place, d'où l'intérêt d'avoir des imprimantes 3D. Mais cette conquête de Mars, si on parle de conquête de l'espace, pose en fait le problème de l'espace et de sa réglementation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'encore une fois, dans le South by Southwest, on y réfléchit et on réfléchit à notre futur dans tous ces aspects et dans tous ces regards. Et que le problème aujourd'hui, eh bien, c'est la gestion que posent les déchets spatiaux, c'est la gestion de la responsabilité des accidents. Et si on en croit les différents propos, il va falloir sortir du cadre législatif actuel, puisque finalement l'espace est régi aujourd'hui par les Nations Unies, et on sait très bien que tout le monde, que ce soit des États ou des entreprises privées, peuvent accéder à l'espace. On a parlé dans un des épisodes d'Innovation Prospective Talk, on a parlé notamment des satellites, et en parlant des satellites, on a parlé de sociétés privées comme des sociétés automobiles qui lançaient leur propre constellation de satellites, tout simplement pour faire de la maintenance prédictive de leur parc automobile, ou simplement des automobiles qu'ils avaient vendus à des particuliers comme vous et moi. Donc cette conquête de l'espace, elle doit être éco-responsable, ça serait bien, parce que finalement, combien de mégatonnes d'énergie, de je ne sais quoi, il nous faut pour aller propulser du matériel dans l'espace, ou quelques hommes. Et là, on a des Japonais, d'ailleurs, qui se sont intéressés à des prototypes de nanosatellites qui sont fabriqués à partir de bois. Mais ce qui était à retenir sur cette conférence sur l'espace, c'était surtout cette réglementation qui allait devoir être un petit peu revisiter, parce que aujourd'hui, c'est un peu tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. J'ai même entendu dire que vous pouvez facilement trouver sur Internet les plans pour fabriquer des tout petits satellites. Bon, alors il vous reste après le problème de les lancer, mais ça vous coûte que quelques centaines d'euros. Voilà. Mais ce n'est pas pour demain. Donc, je vais te refaire redescendre sur Terre, moi, Lionel, parce que c'est d'ailleurs le professeur Dunbar, qui lui-même, d'ailleurs, par ailleurs, a voyagé dans l'espace, lui précise que globalement, c'est pas pour 2035-2040. Donc, est-ce que c'est pour se confronter à un moment ou à un autre à Elon Musk et son positivisme moyen, ou est-ce que c'est une réalité? En tout cas, lui estime que ce sera pour beaucoup plus tard. Bon, il est peut-être plus lucide que les autres. Très certainement. À voir. En tout cas, se passe beaucoup de choses sur cette édition du South by Southwest. Il s'est dit beaucoup de. Il y a eu énormément de conférences sur des sujets extrêmement variés, ce qui est toujours intéressant. Bon, c'est le propre du South by. Les réseaux sociaux ont été également présents, l'intelligence artificielle a été présente. Et c'est vrai, quand on pense aux réseaux sociaux, j'en parlais tout à l'heure au tout début là, de Facebook, qui finalement avait investi massivement depuis plusieurs années maintenant, depuis 2016-2017, dans la réalité, les technologies diverses de la réalité augmentée ou virtuelle. Et là, on a entendu parler de métaverse. Et métaverse serait finalement, je ne me rappelle plus le nom de ce film, Inception, c'est ça. Voilà. Et donc là, on ne serait plus donc sur Facebook, mais dans Facebook.
Alors, D'accord. le concept, moi personnellement, bon, je suis pas dans le délire, mais globalement, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il est dit que dans cette conférence qui était animée par ailleurs par, je crois que c'était Megan Fitzgerald de Facebook Reality Labs, qui dit que finalement on est sur un point de rupture où là on est dans l'approche presque sur les métavers, c'est-à-dire ces univers virtuels immersifs qui finalement nous rapproche des choses un peu plus concrètes. Dans des temps de pandémie, on va pouvoir, comme on le disait il y a quelques années, se mouvoir sans bouger par la réalité virtuelle ou augmentée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez sympa. C'est-à-dire que pendant longtemps, finalement, on a eu tout accessible depuis notre smartphone, mais là, maintenant, ça y est, on peut ajouter une forme de présence virtuelle avec un vrai ressenti d'expérience, comme si on était physiquement présent. Absolument passionnant. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souviendrez peut-être en 2003 de Second Life. Ah, fantastique. Voilà, on pouvait acheter des trucs dans cet univers virtuel. Mais aujourd'hui, on est dans le sillage de Fortnite, Animal Crossing ou de Minecraft. C'est en fait d'aller pénétrer nous-mêmes avec notre propre avatar à l'intérieur de ces environnements virtuels. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pandémie nous a largement ramené sur les réseaux sociaux, ou en tout cas toutes ces connexions que l'on faisait à travers nos écrans. Et comme le dit la susnommée Megan Fitzgerald, c'est que l'on va probablement avoir du mal à en sortir. C'est-à-dire que, bien sûr, que quand on va tous pouvoir revivre un petit peu comme avant, on va ressortir, on va de nouveau aller au théâtre, au musée, dans les restaurants ou dans les bars ou ailleurs, ou boire une pinte avec Boris Johnson. Mais ce qui est sûr, c'est que toute cette expérience que l'on aura eue à travers des écrans ou par écran interposé va laisser des traces, et c'est une opportunité que Facebook visiblement est en train d'essayer de prendre. Effectivement, et à voir si Facebook Horizon, dont nous avons eu un bref aperçu l'année dernière, devient la plateforme de ces nouvelles expériences, c'est-à-dire une plateforme sociale en réalité virtuelle et disponible sur quoi ? Sur Oculus. Qui appartient à qui ? À Facebook. Donc tout l'intérêt, effectivement, voilà. Alors demain, tous avatarisés aurait pu être une des thématiques de cette grande partie autour des réseaux sociaux, ou de cette intervention de cette charmante Mégane qui fait autant peur qu'elle ne suscite d'engouement. Mais c'est ça aussi le Sauce By, c'est penser une forme de futur en mode posé. En fait, ça réfléchit, ça itère, c'est des conférences, des tables rondes. Et en même temps, voilà, on n'est pas dans le démonstratif, on est dans lançons des pistes de discussion et d'échange et collaborons ou échangeons autour de points de vue. Et ça, c'est quand même quelque chose de très sympa. Mais pour revenir à quelque chose qui est bien présent, puisque l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé, tu en parles souvent, a pénétré sans qu'on le voit, puisqu'elle est souvent extrêmement invisible, à pénétrer nos vies. Il y avait une conférence sur la démocratie. Comment est-ce que les fake news pouvaient nuire à la démocratie ? Le titre n'était pas tout à fait celui-ci, mais on était dans cet esprit. Et là, il y a eu tout un travail sur l'intelligence artificielle. Et est-ce qu'il faut que cette intelligence artificielle soit domptée, ou est-ce qu'il faut créer des intelligences artificielles qui soient des intelligences artificielles démocratiques ? Et ça, c'est toute la question, parce que finalement, l'intervenant qui était en pointe dans cette conférence, c'est un ancien militaire, un ancien officier de l'armée américaine, un certain Alexander Vindman, qui lui, il n'y va pas par quatre chemins. Il se dit, voilà, si nous voulons demain ne pas avoir des dérives qui sont notamment via l'intelligence artificielle par le biais des deepfakes ou du micro-targeting sur les médias sociaux, qui vont éventuellement mettre en danger les démocraties par le biais de violences qui sont générées ou de rébellions qui sont générées par les individus qui sont soumis à ces informations qui sont ces informations truquées, eh bien il dit tout simplement la solution pour lui, ça n'engage que lui, il faudrait bannir les médias sociaux au moins de 18 ans. Voilà, bon, comme ça, vous comme êtes ça, clair. on est réglé. Et puis je suis sûr que c'est avec ça que tu vas me rebalancer le sujet final. Je ne sais pas. C'est vrai qu'un sujet qui serait plutôt réservé aux plus de 18 ans, en tout cas, c'est un sujet qui est aujourd'hui encore un peu
il est pas dénigré, mais d'abord, bon, il faut dire que on appelle tout quelque chose tech. Hein. On est sur du fintech, sur du proptech, sur du health tech, sur du truc tech, sur du voilà. Et bien là, un sujet qui reste à déstigmatiser. Hein, mais dont toi tu aimes bien parler, donc voilà, c'est le sujet des sex tech. Mais enfin, c'est pas que j'aime bien parler, je vais me faire passer pour un pervers, ce que je ne suis pas. Enfin, selon mon prisme, tout du moins. Mais ce qui est intéressant dans cette industrie, c'est qu'elle est présente au CES de Las Vegas depuis longtemps, et que l'année dernière, je trouve qu'on a touché, on est arrivé à un niveau presque, voilà, c'était la bascule. Est attribué sur un CES Awards, un CES Award à un sextoy, qui est retiré sous pression de quelques partenaires du CES qui ont fait lobby, enfin, qu'on fait jouer leur force de lobby pour faire retirer ce CES Awards. Et pour autant, cette année, 2021, CES Awards, il y a aussi encore un sextoy connecté, etc. Je ne les ai pas testés, soyons très clairs, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que on se propose aussi, au travers du SOSBY, de repenser l'activité sexuelle, le plaisir, la dimension qui est aussi un marché fort, puisqu'il atteindrait à peu près, enfin la croissance est estimée, c'est 122 milliards de dollars d'ici à 2026. Vous imaginez que dans 5 ans, c'est un marché qui est un vrai écosystème avec des vrais leviers de croissance, et sur lequel on est quand même sur des choses beaucoup plus propres qu'on pouvait l'avoir en termes d'image, en termes de la dimension de plaisir. Aujourd'hui, quelque chose qui ressort aussi. Et c'est la CEO de Future of Sex qui s'appelle Bryony Cole, qui a parlé justement de l'usage des technologies dans les rencontres, la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, ou comment transformer son smartphone en outil d'analyse de fertilité masculine. Aussi, on avait vu, rappelle-toi, il y a quelques années, une application qui permettait de tester son aptitude à être plus ou moins fertile pour un homme. Donc il y a énormément de sujets qui gravitent autour de la sextoy, pas uniquement le plaisir et les sextoys, mais tout ce que la technologie peut apporter aussi à la société, aux humains, pour se reproduire, pour avoir des enfants qui ne peuvent pas, etc. Voilà, donc globalement c'est un sujet qui est souvent mis de côté et qui pour autant est extrêmement intéressant. Voilà, donc il y a finalement, il faut faire tomber quelques tabous, mais en parler est toujours source d'amusement au CES parce que c'est consumer, mais ça prend une autre dimension sur les sextech au South by Southwest. Voilà, ça se repositionne dans un contexte beaucoup plus large que je trouve aussi pertinent et qui fait partie assurément d'un des champs de la tech. Voilà, je voulais pas passer 20 minutes dessus. Je pense que j'en ai déjà trop parlé. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant. En tout cas, on pourrait conclure, justement, après cet éclaircissement sur le côté que sextech n'est pas que sextoy, mais aussi rencontre, prévention et tout ce qui va dans l'activité humaine naturelle. Encore une fois, on travaille, on dort et on a des relations sociales. Et en fait, la sextech, c'est un des angles des relations sociales. C'est comme ça que je le vois aussi. Il faut déstigmatiser le côté tout simplement parce que ça commence par un S. Voilà, c'est tout. Mais en conclusion, on pourrait, je ne sais pas ce que toi tu en penses, si on peut s'arrêter déjà là. On a déjà tourné pendant pas mal de temps. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Non, on est bien par rapport à d'habitude, on est bien. C'est bien. On pourrait dire que ce qu'éclaire les différentes conférences du SOSBY cette année, et généralement toutes les années, c'est que la technologie peut être aussi bien un danger pour l'homme et la servir que d'être quelque chose qui vient à son secours. C'est à nous d'être les garants. Les garants, oui. J'essayais de trouver un autre mot d'un autre domaine. Les bons skippers, c'est-à-dire de prendre le bon vent dans le bon sens et ne pas essayer d'aller soit à contre-courant, soit dans une direction qui ne serait pas ou démocratique ou éthique. Et c'est vrai que dans les domaines du médical, on a des protocoles éthiques, et c'est vrai que dans le domaine de la technologie, on fait souvent un peu n'importe quoi en jouant un peu les apprentis sorciers, et c'est à nous
aussi d'essayer, on voit bien à quelle vitesse ont été développés grâce aux communications les différents vaccins qu'on nous propose aujourd'hui. On voit à quelle vitesse va la thérapie génie. On voit que les exploitations de ressources naturelles qui vont être demain biodégradables, et je ne reviendrai pas sur le cannabis, mais on pourrait revenir sur le bois, etc., et tout ce que l'on peut faire avec, qui ont beaucoup parcouru les allées virtuelles de cette édition 2021. En fait, il faut se dire que cette technologie, elle va, comme l'ont souvent pensé d'ailleurs les personnes que l'on croise au CES tous les ans, elles vont pouvoir nous permettre de continuer à progresser comme elles ont toujours permis aux humains, aux hommes avec un grand H, de progresser depuis la nuit des temps. La roue, c'est de la technologie. Le moulin avant, c'est de la technologie. Et le levier d'Archimède, c'est de la technologie. Même si c'est de la low-tech, mais c'est de la technologie. Et aujourd'hui, on ne fait pas plus. Simplement, encore une fois, il faut savoir l'encadrer. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, la technologie a servi surtout à tuer le gars qui habitait de l'autre côté de la rivière pour essayer de lui piquer son terrain. Ça s'appelait des guerres napoléoniennes ou autres, d'Hannibal à Quand la Sun Tzu, conquête de l'espace de la même manière. Exactement. Ne refaisons pas les mêmes erreurs. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces technos nous permettent aujourd'hui, et on n'en a pas forcément trop parlé, mais il y a une société qui présentait un procédé de recyclage à l'infini du textile. Parce qu'on sait que le textile est un des matériaux les plus polluants que l'on utilise au quotidien pour nous vêtir et pour avoir chaud. Et puis en plus, on est addict à la mode pour certains, donc on change beaucoup avant même que ce soit usé. Et en tout cas, toute cette économie qui va pouvoir être créée sur le recyclage, alors que ce soit des plastiques, du textile ou toute autre chose, qui deviendra donc de plus en plus circulaire, c'est une bonne façon. Et ça a été finalement pour moi une conclusion de ces réflexions. C'est comment aller dans cette direction et non pas se retrouver observé par des caméras à longueur de journée. Ce qui est effectivement ce que se propose d'être le South by, de penser quand nous voyons des projets aboutis avec des TRL un peu plus élevés sur le CES. Là, on pense le futur et ce qui apporte une vraie complémentarité. Mais encore une fois, il faut toujours regarder ce qui se disait déjà il y a quelques années au South by pour voir qu'il y a le cadre de la réalité qui à un moment s'impose à la capacité de la technologie à répondre à ses promesses. Et ça, c'est toujours après les freins à l'innovation, l'ingénierie qu'il y a derrière, les travaux de recherche qui doivent être menés, qui ont leur temps. Et n'allons pas trop vite sur le cycle du hype. On est très vite dans le peak of expectations maintenant, mais on n'est pas... la courbe de la désillusion, la pente de la désillusion, elle arrive et elle arrive massivement, des fois dure. Je te rappelle que nous n'avons pas d'image pour soutenir ton propos. Voilà. Bon, vous rechercherez sur Internet, mais je pense que tout le monde qui nous suit ont cette connaissance du cycle du hype. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit, Lionel ? On a couvert à peu près globalement tout ce qu'on avait pu entendre, ressentir, voir, même virtuellement sur ce South by. Oui, on a survolé une grande partie des sujets qui ont été abordés. Évidemment, comme vous le savez, si vous avez suivi l'introduction que l'on avait faite avant l'ouverture, il y avait plus de 250 conférences. Oui. Donc forcément... on les a pas toutes suivies. On les a pas toutes suivies, pas toutes débriefées, pas toutes regardées. Ça, on l'avoue humblement. C'était de toute façon absolument inhumain de le faire. Mais par contre, c'est ce qui, au travers certaines d'entre elles, c'est ce qui se dégage. C'est, vous voyez, l'éclectisme des propos qui sont traités. En tout cas, on vous donne rendez-vous l'année prochaine autour de la mi-mars pour peut-être, vaccin oblige, un South by Southwest en réalité physique et non pas en réalité virtuelle. Espérons-le, et effectivement ce sera une autre expérience. Voilà. Et bien, si nous avons tout dit, on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. On vous invite à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux avec un seul hashtag IPT Podcast tout attaché, à nous apporter vos questions, vos commentaires, vos remarques, on les lit tous. Enfin toutes plutôt, et puis bien entendu à nous retrouver aussi sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Voilà, si nous avons tout dit, on vous souhaite à toutes et à tous très bonne soirée, après-midi ou matin en fonction du moment où vous nous écoutez, et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation. Bye bye.